Les joueurs du stade de Reims, maillot à manches blanches, ont éprouvé une désagréable surprise à Monaco. Contrairement à l'habitude, il pleuvait en effet à torrent dans la principauté au début du match contre les Monégasques. Mais ce n'était pas là la seule surprise enregistrée par les Rémois. 8 minutes de jeu à peine, ils encaissent un premier but signé Duis. Mais Reims réagit très rapidement, Kaelbel égalise peu de temps après. Et les Rémois vont même prendre le large, un très joli 1-2 Piantoni à Kesby, un tir de volée comme on en voit plus souvent en France, 2-1. Après ce petit festival rémois, les Monégasques veulent prouver qu'eux aussi ils savent jouer au football. Un très long centre de Kossou numéro 9, une reprise de Hidalgo, Monaco égalise. Colonna, le gardien de but rémois, il est vrai, n'est pas dans un bon jour. En tout cas, cette égalisation remet Monaco en selle et Colonna va commettre une nouvelle erreur. Les Monégasques jouent bien, ils ne pardonnent pas les erreurs, 3-2 pour Monaco. En seconde mi-temps, Reims ne va pas avoir beaucoup plus de chance, l'équipe tourne rond, il lui manque cependant le tout petit quelque chose qui devrait lui permettre de forcer le destin. C'est au contraire Monaco qui flirte avec la chance, 4-2. Et pour prouver qu'ils n'ont pas seulement la chance avec eux, les Monégasques sont bien décidés à faire bonne mesure. Score final 5-2 pour Monaco, c'est juste mais un peu sévère pour Reims. À Paris, Monseigneur Bertoli a présenté au nom des 83 chefs de mission les vœux du corps diplomatique au président de la République française. Une réception parmi les nombreuses autres qui se sont succédées 10 heures durant au palais présidentiel. À Londres, la nouvelle année sortie de l'œuf a déclenché les farandoles de l'Albert Hall. Ce fut bien pis à Trafalgar Square, où, sous la neige, les fontaines ont été prises d'assaut par les noctambules en mal de bain de minuit ou de 5 heures du matin. Les Londoniens ont bien fait mentir la réputation de réserve qui s'attache au tempérament britannique. C'est une habitude. La Joconde vient encore de faire parler d'elle. Monsieur Hecking, un antiquaire de Nice, a conduit les journalistes au mât Chanteloup pour leur montrer le tableau qu'il estime être le vrai portrait peint par Léonard de Vinci. Ce qui revenait à dire que l'Amérique admirerait un faux, ni plus ni moins. Des preuves. Monsieur Hecking en avait une définitive. L'œil de la Joconde du Louvre est mou, affirmait-il. Et de lui comparer l'œil de sa Joconde. Mais l'expert italien Nicodemi est formel, la vraie Joconde est à Washington. On peut dire qu'il a évité le pire entre la France et les États-Unis d'Amérique. Les jeunes vont de plus en plus vite, et ceci n'est pas un conte de fées. Devenir à 18 ans une vedette du disque, une vedette plus vendue que la Calas alors qu'il y a 6 mois elle n'était encore qu'une timide étudiante en langue allemande, telle est l'aventure vécue par Françoise Hardy. Elle rêvait bien sûr des lauriers d'Elvis Presley, mais comment expliquer ces 270 000 disques vendus? La réponse, il faut la chercher chez ces clients nouveaux que sont les moins de 18 ans, qui ont leur mode bien à eux et qui imposent leur goût et leur vedette. Écoutez-la, regardez-les, vous comprendrez. Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. 1113 Cubains anticastristes faits prisonniers lors de la tentative de débarquement de 1961 ont été rendus par Fidel Castro. Ils ont retrouvé la liberté à Miami et commencé l'année nouvelle en famille après 20 mois de détention. Mais rarement liberté aura été payée aussi cher, puisqu'il en a coûté aux États-Unis sous forme de médicaments et aliments divers
une rançon de 47 000 $ par prisonnier. On comprend que le président Kennedy est tenu à venir saluer lui-même ces hommes, les prisonniers les plus chers de l'histoire. Il tenait aussi à faire le point devant les anticastristes et leurs amis de l'attitude américaine face au régime cubain. Une attitude sans concession, ce que la première dame des États-Unis s'est chargée de traduire en espagnol. Les événements du Katanga sont un sujet de préoccupation pour le monde entier qui a vu avec stupeur les troupes des Nations Unies écraser la résistance katangaise avec une vigueur inattendue. 60 morts gisaient dans les décombres de l'hôpital de l'Union minière après les violents combats qui opposèrent à Lubumbashi Éthiopiens et Katangais. Tshombe comptait sur ses gendarmes et ses troupes d'élite pour défendre pied à pied le territoire qu'il contrôlait. Mais tout son dispositif militaire semble s'être soudainement effondré. Il ne lui restait plus qu'à pratiquer la politique de la terre brûlée et, en détruisant tous les ouvrages d'art, essayer de retarder l'avance des troupes de l'ONU, avance si rapide qu'elle semblait embarrasser le secrétaire général de l'ONU, M. Tante. Les mercenaires européens qui encadraient la gendarmerie katangaise ont été faits prisonniers. Et c'était l'exode lamentable des civils. Sur les routes, sur les pistes, hommes, femmes et enfants s'acheminaient vers la Rhodésie voisine, fuyant les horreurs de la guerre. Hong Kong, un port riche aux frontières de deux mondes et tout autour, des baraques entassées, des bidonvilles. Rio, une capitale ultramoderne avec des buildings et une route qui dessine son tracé futuriste sous un bidonville. C'est là un phénomène général, international. New York ou Moscou, les bidonvilles n'épargnent aucune capitale. Paris pas plus que les autres. Et voici un document tourné en toute objectivité malgré les difficultés qu'on peut imaginer sur cette plaie des grandes cités. À Nanterre ou à la Courneuve, les bidonvilles ressemblent à ceux de toutes les latitudes, ils se ressemblent tous. Quelques planches mal jointes, des toits faits de n'importe quoi. Sur un terrain vague, des hommes venus en masse travailler dans la région parisienne ont fait naître ces cités misérables. Africains du Nord, Portugais, Espagnols et aussi des Français. Si le gîte est précaire, du moins il est bon marché. Et dans ce souci d'économie, on peut trouver une des raisons d'être du bidonville. Une seule fontaine pour toute la triste agglomération. C'est le rendez-vous des enfants. La corvée d'eau remplace souvent l'école. On vit entre soi. Des commerçants ont ici leurs éventaires à la mesure et à l'image de l'habitat. Et l'heure du marché ressemble à toutes les heures de marché, mais on est dans un autre univers. Non l'univers de la misère, car la plupart de ces hommes ont un emploi, mais un univers de hasard, de passage, insoupçonnable et souvent insoupçonné. Pas de service de nettoyage, les chiens s'en occupent. Mais rien n'est redoutable comme l'hiver lorsqu'il cerne ses constructions chancelantes. Il n'y a guère que le poêle de fonte de l'épicerie buvette qui prodigue quelque chaleur. Chaleur humaine aussi, car c'est là qu'on retrouve d'autres hommes parlant la même langue à l'heure de la détente. Ailleurs, il faut accumuler les vêtements pour lutter contre ce froid que n'arrive pas à combattre la flamme du foyer. Ainsi vivent dans les conditions de la misère des centaines de familles aux portes de la grande ville. Insouciants, des enfants meublent ce décor sans espoir de leur jeu sans fin. Comment résoudre le problème ? Continuellement, méthodiquement, les constructions nouvelles grignotent les bidonvilles. Les bulldozers abattent ici et là l'une de ces cités de planches, de parpaings et de tôles pour laisser la place à des habitations dignes de ce nom. Ici s'élevait un bidonville. La construction s'efforce de faire face au flux des nouveaux venus. Mais il ne suffit pas de remplacer un bidonville s'il doit en être un autre un peu plus loin.